Lorsque Liam, le narrateur de cette histoire, rentre de la chasse, il découvre le cadavre de sa femme allongée, décédée. Il s'est passé quelque chose et du coup il découvre sous le corps de sa femme le corps de son fils de 5 ans qui lui est en vie, protégé par du coup l'acte de sa mère. Là on se retrouve devant quelqu'un qui va être complètement démuni face à la situation parce que du coup c'est un homme qui est solitaire, qui est sauvage, qui faisait vraiment une différence entre lui, son quotidien quand il part à la chasse et le duo que faisaient sa femme et son fils à la maison. Et là, il se retrouve seul avec lui et il va falloir qu'il trouve en lui ce sentiment de paternité et créer, ou en tout cas faire mûrir ce lien de filiation et de paternité entre deux. On se retrouve vraiment dans un décor à la fois brut, sauvage de la nature et la nature profonde du narrateur, ses sentiments face à toute cette situation-là. C'est vraiment une lecture qui est poignante, qui est... voilà, vraiment oui, on est, nous lecteurs, plongés au cœur de ces paysages et à la fois au cœur de la tête et du cœur du narrateur. Du coup, c'est vraiment une odyssée dans la nature et dans la nature humaine. L'enfant qui dort devant moi est né depuis 5 ans, bientôt 6. Le temps a passé et je ne l'ai pas vu grandir. Les enfants, c'est le travail des mères. Moi, je porte des armes, j'abats des cerfs et je pars chasser pendant une semaine en bivouaquant sous les étoiles ou dans une tente. Et au milieu de ces espaces-là, il n'y a pas de place pour un enfant. Sa place à lui, c'est à la maison, auprès de sa mère. Et ça s'est fait naturellement. D'un côté, moi avec mes 2 gros, et les forêts, les bêtes, la traque. De l'autre, Ava et Haru. Il y avait 2 mondes désormais. Et même le nom du gosse, je ne le connaissais pas avant que ma femme le prononce. D'un côté, ma solitude, mon regard dans les montagnes et dans les arbres, ma respiration qui descend au bas de la terre le soir quand je m'assis près du feu, avec les chevaux entravés juste derrière moi et une couverture sur les épaules. De l'autre, eux 2. Je me sentais tellement loin d'eux, même si j'étais contente de les avoir. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'on ne vivait pas dans le même univers, c'est tout. Ils étaient fragiles et doux, et ça me décontenançait, parce que je n'ai jamais rien vu de fragile et de doux qui perdure dans ce coin. Et puis c'était comme j'avais dit, le môme, il ne servait à rien. Alors vraiment, à sa naissance, si on m'avait demandé ce qu'il allait faire de l'enfant, je n'aurais pas su trop quoi dire. J'aurais pensé, je crois, qu'il fallait lui taper la tête contre un mur. J'avais vu mon père faire ça un jour quand j'étais môme. C'était une portée de chaton, et on n'en voulait pas des chatons. Nous, ce qu'on aimait, c'était les chiens. Mon père les avait cognés contre le mur, ça avait été très vite. L'enfant, c'était différent. Ce n'était pas pour lui faire du mal, au contraire, c'était pour lui éviter toute cette vie après, qui serait trop rude. C'est vrai qu'il y avait sûrement d'autres solutions, mais sur le coup, je ne voyais pas trop. Ça, c'était propre et rapide. Enfin, je suis content de ne pas l'avoir fait, même si sa présence a apporté des contraintes et des responsabilités, et bien plus que ça. Au fond, ça a changé beaucoup de choses dans notre existence, ce gosse. Mais est-ce que je n'avais pas raison de dire que la vie serait dure pour lui ? Nature, sauvage, solitude, brute, voire brutalité, deuil, colère, survie, découverte, paternité et filiation, innocence, amour et indiscipline. On va suivre l'histoire de Juan. Juan est un jeune gitan des années 20 qui vit en Andalousie, une famille assez pauvre. Quand démarre son histoire, il a une 15aine d'années et poussé par la pauvreté, son père l'emmène au fait auprès d'un torero, Ignacio, un torero qui a réellement existé, qui s'appelle Ignacio Sanchez Merias. Et auprès de ce torero, en fait, Juan ne va pas toréer, contrairement à la tradition familiale, il va devenir cuisinier. En effet, sa mère lui a appris à cuisiner pour justement
lui faire échapper au destin dangereux de la tauromachie, et au travers le destin de Juan, en fait, qui va grandir et vivre au fur et à mesure des années 20 et 30, bien sûr le basculement de l'Espagne vers la guerre civile, on va croiser tout autour de Juan une série de personnages célèbres, donc ce fameux Ignacio que vous allez apprendre à connaître, son amante qui s'appelle Encarnación, la Argentinita, une véritable donc danseuse de flamenco, vous irez voir par vous-même le destin de cette danseuse sur internet si vous souhaitez, et Juan bien sûr va tomber follement amoureux de cette Encarnación. Le livre, tout le suspense du livre va résider dans est-ce que cet amour sera réciproque ou non, voilà. Et on va aussi croiser le chemin de Federico García Lorca qui va tenir un rôle important dans la vie de Juan, enfin voilà. Donc c'est une saga qui est baignée d'Espagne. On va être baigné dans l'Espagne de cette époque. On a les senteurs, puisque en plus Juan cuisine, donc on a souvent cette atmosphère de nourriture, de fête. Hein. C'est un milieu très festif, puisque entre la tauromachie, le flamenco et puis l'art avec Federico García Lorca, mais aussi des personnages comme Pablo Picasso, on est environné, on est baigné dans l'Espagne, et c'est un récit à la fois lumineux, mais aussi très sombre, puisque le destin de Juan, bien sûr, va basculer avec la guerre d'Espagne, et puis on va être ému de son destin qu'on va suivre jusqu'à la fin de sa vie quasiment. Voilà. 6 février 1939. 7 h du matin, col de Ly. Avant de reprendre le chemin de la montagne, le petit groupe se tourna une dernière fois vers la silhouette du mât de Can Barris, qui s'effaçait sous la pluie glacée. Ils savaient que cette bâtisse leur survivrait, et que les larmes qu'ils avaient versées entre ces épais murs de pierre rejoindraient celles d'autres tragédies, oubliées elles aussi. De la route principale de Pertus, à des kilomètres de là, leur parvenait la rumeur étouffée des sirènes et des bombes lâchées sur les convois de dizaines de milliers de réfugiés. Eux avaient choisi le col enneigé de Ly pour passer la frontière espagnole. Eux, c'était tout ce qu'il restait du rêve républicain. Tauromachie, Espagne, Federico García Lorca, flamenco, amour éternel, drame et amertume du triomphe. D'une écriture terriblement simple, mais d'une justesse imparable, l'auteur nous évoque ici dans ce livre la création d'une histoire d'amour. On suit du coup le narrateur, un artiste en vogue parisien, qui pour prendre du recul va venir s'installer en Italie pour quelque temps et s'installe à la terrasse d'un café, sort un jeu d'échecs et attend que quelqu'un vienne le défier et voilà, faire une partie d'échecs avec lui. Donc il se crée comme ça une bulle un peu de solitude, mais paradoxalement en plein cœur de Rome où ça fuse de partout autour de lui. On suit aussi ses déambulations dans Rome et un jour une femme va venir s'installer en face de lui et du coup va le battre. Et là, ils vont commencer à discuter et nouer des liens. Elle est aussi à la recherche d'une dernière pièce en fait pour de sa mémoire familiale. Donc c'est l'histoire d'une quête mémorielle et amoureuse. Sur l'échiquier finement marqueté, les pièces projettent leurs ombres élégantes. Avec nonchalance, l'index de l'homme qui s'est assis en face de moi glisse un instant sur le plateau pour épouser les contours de 2 ou 3 d'entre elles. Et puis, après un regard vers moi, il pousse son pion en E4. Le soleil vient de se hisser au-dessus des toits vermillons du Campo dei Fiori. En moins de 2, il a jeté sur la place son sortilège printanier comme une poudre. Il fait bon. Alentour, installés sous de vastes parasols, les marchands ambulants ont commencé à élever la voix pour attirer les passants ou seulement plaisanter entre eux. Je suis attablée sur la terrasse du restaurant Virgilio, avec mon jeu d'échecs, et l'aval du patron, un petit gars tout rond aux cheveux noirs et gominés, qui a hésité un instant avant de trouver l'idée plutôt amusante. Je n'aurais qu'à me plier, le cas échéant, aux nécessités du service. Voilà tout. Mon téléphone vibre dans ma poche. C'est Amandine. Elle doit vouloir prendre de mes nouvelles.
Est-ce que j'ai fait bon voyage? Est-ce que l'hôtel, celui qu'elle a réservé pour moi depuis Paris, est correct? Comment est la météo à Rome? J'ignore son appel. Ça fait quelques jours que j'aspire à cet instant-là, libre et tranquille, sous le soleil italien de mai, loin des sollicitations, des figures d'apparat et des tensions de ces derniers temps. Avec, comme seule préoccupation, de belles parties à disputer contre des inconnus de passage. Avec, entre nous, rien d'autre que le langage universel du jeu, son lexique partagé, simple et profond, honnête. On y est. Sans pouvoir m'empêcher de sourire, j'engage une défense sicilienne. Pion en C5. Italie, déambulation, art, échec, rencontre, se dévoiler, sentiment, création, pudeur, tendresse, confiance, lâcher prise, amour, mémoire, souvenir, fascisme et quête. Dans ce court roman, nous allons suivre un couple. Un homme et une femme d'une quarantaine d'années qui ont décidé de prendre quelques vacances en Sicile, dans justement la région de Taormine. Et puis, alors qu'ils se dirigent vers leur hôtel en fin de journée, ils prennent une déviation car elle veut aller voir la mer. Et sur cette déviation, au moment où ils veulent reprendre la route, un choc. Il fait un orage démentiel, la vue est très encombrée et ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ont tapé quelque chose, un objet, un animal. Bon. Ils décident de poursuivre leur route et le lendemain, vous verrez ce qui se passe. J'ai ralenti, demandé à ma femme ce qui s'était produit. J'avais accroché quelque chose, elle l'a dit. Louisa avait aperçu une forme sur le chemin dans le faisceau des phares. Comment ça, une forme? Me suis-je inquiétée. Oh, la carrosserie a dû encaisser un sacré choc. Je n'ai pas compris, s'est affolée Louisa. C'était contre ma portière. Tu n'as rien vu? Non, je n'ai rien vu. J'ai alors pensé au matériel en béton entreposé devant le parking du snack bar. Dans ce cas, je me serais tapé un engin de chantier sans le voir. Un véhicule de service? Pourquoi pas? Un choc pareil, je ne sais pas. Et Louisa m'a demandé de stopper. La pluie a repris de plus belle. Je me suis laissée déporter sur le bord du talus. La route était ravinée, la voiture penchait, j'ai craint de m'être enlisée et difficile en ce cas, toute prévision confondue, de redémarrer. J'ai stoppé, coupé le moteur, baissé ma vitre, malgré la pluie. Dehors, tout était calme. Nous sommes restés silencieux. Seule, maintenant, la respiration haletante de Louisa. Je me suis demandé si je n'aurais pas par hasard manqué la sortie ou pris tout bonnement une autre route. Le visage de ma femme disparaissait dans la pénombre. Sa main droite courait sur la portière, ses ongles crissaient en grattant le métal, heurtant le tissu à la recherche de la poignée d'ouverture. Je lui ai recommandé de se calmer. J'ai dit « Pense à nos vacances, Louisa, tu ne vas pas recommencer. Il ne s'est rien passé. Tout juste si j'ai heurté, je ne sais pas moi. Oh, mais quel fracas. Ici, d'après ce que je comprends, il faut s'attendre à tout. On va donc repartir, je redémarre. Écoute-moi, on roule tranquillement jusqu'au croisement là-bas, à peine plus loin, c'est tout près, je te dis. » Louisa est parvenue à ouvrir sa portière en tâtonnant. Je lui ai donné l'ordre de la refermer. Tu tires la poignée, Louisa. Tu la laisses venir à toi et tu restes sur ton siège. Elle voulait en avoir le cœur net. Elle a dit « J'ai vu une forme. Je te dis, on a percuté quelque chose. Je ne sais pas, c'était... C'était quoi, Louisa? Enfin, c'était... oui, oh, je crois une forme. » J'ai repris mon calme. J'ai ajouté que, dans ce cas, ça ne pouvait être qu'un animal. C'est classique, et c'est bien le genre ici. Un animal errant ou alors un chien. Dans ce cas, un gros, vu le choc. Peut-être le chien du snack bar. On ne sait jamais. Tu n'as pas vu s'il avait un chien ou non, ton barman? Tu as bien parlé avec lui en italien, non? Dispute, petite bassesse humaine, retour de karma, écriture originale, acide, cynique. En 1835, Auguste, un jeune zoologiste français, participe à une expédition au cercle polaire vers l'Islande et il assiste au massacre d'une colonie de grands pingouins. Pris dans les filets, un pingouin survit et il décide de le garder auprès de lui pour l'étudier au lieu de le renvoyer au musée. Il a l'autorisation de le garder.
Et à partir de là va se créer une vraie relation animal-homme entre le pingouin et Auguste. Mais une relation vraiment plus profonde, vraiment de l'amitié. Et du coup, on va voir toute cette relation évoluer, tout l'aspect domestication, mais aussi la liberté que garde l'animal. Et Auguste veut aussi que cette liberté persiste. C'est un livre vraiment sur l'extinction. La 6e extinction est en marche. On assiste à des animaux qui disparaissent, il n'en reste plus aucun. Et là, notamment ce pingouin va rester en fait le seul être... il va rester le seul grand pingouin sur la Terre. L'auteur amène le lecteur à se questionner lui-même sur sa position face à ces disparitions d'espèces. Là, il y a une vraie, malgré la temporalité de l'histoire, c'est un livre qui est extrêmement d'actualité et qui nous fait réfléchir. De loin, seule la tache blanche de leur ventre se détachait sur la paroi de la falaise, surmontée d'un bec qui brillait, crochu, comme celui d'un rapace, mais beaucoup plus long. Ils avançaient en balançant de droite à gauche. On avait l'impression qu'ils prenaient leur temps, vérifiaient à chaque pas leur stabilité, et qu'à chaque pas, ils rétablissaient leur corps par un roulement du bassin. Les hommes progressaient eux aussi avec difficulté, cherchant des appuis sur le sol détrempé et lourd de la petite île, le dos presque parallèle à la plage, bras et jambes écartés, comme des crabes géants en ligne face aux pingouins qui continuaient pourtant de se diriger vers le rivage à leur façon précautionneuse, totalement déplacés dans cette situation. Il faisait beau sur Eldey, ce rocher abrupt d'où l'on pouvait apercevoir, au loin, les côtes de l'Islande, du moins par rapport à une journée ordinaire, lorsque les vagues sont énormes, si bien que même s'il ne pleut pas, il y a toujours quelque chose d'humide et de froid qui stagne dans l'air et brouille le regard. Aujourd'hui, le ciel était d'un gris uni, et l'on voyait nettement, sous cette lumière plate, les silhouettes humaines et animales s'approcher les unes des autres, sur la grève. Puis très vite, les hommes se jetaient sur les oiseaux, certains les assommant avec des bâtons, d'autres les écrasant de tout leur poids, leur tordant le cou tandis qu'ils se débattaient. Quand les tueurs se relevaient, ils emportaient les pingouins flasques, la tête coincée dans leurs poings, les jetaient sur un tas, et l'on pouvait distinguer les 2 taches blanches entre leur bec et leur œil, comme des papillons posés sur la charogne. Captivité, confiance, réciprocité, acceptation, domestication, liberté, méfiance, apprivoiser, coexistence, humanisation, mémoire, disparition et extinction. Dans ce roman, on suit la quête d'un homme, donc un professeur qui a une 40aine d'années. Lors d'une manifestation à Lille, une manifestation des Gilets jaunes, il se retrouve agressé et heureusement sauvé à ce moment-là par une jeune femme qui très vite va mettre en déroute son agresseur par quelques coups de boxe très bien affirmés, très bien lancés. Et elle porte même au pied des chaussures de boxe, mais il n'a pas le temps de la remercier. Un peu sonné, il se relève et là, alors qu'il veut la remercier pour son geste, elle a déjà disparu. Toute sa quête va être de retrouver cette jeune femme parce que vraiment il avait trouvé son geste héroïque et ça l'a interpellé. Donc de terrain de boxe, de ring de boxe en ring de boxe, de salle de boxe en salle de boxe à Lille, il va peu à peu remonter la piste de la printanière, c'est le surnom qu'il lui a donné, et faire connaissance avec la famille de cette printanière et notamment faire connaissance avec le secret qu'il y a autour de cette jeune femme, puisque cette jeune femme était elle-même en quête de sa propre histoire. Dans ce roman, ce qui va vous interpeller beaucoup, c'est la langue utilisée, l'écriture utilisée par Michel Quint. C'est une langue extrêmement gouailleuse, c'est-à-dire que là, le personnage va vous parler de façon directe, c'est-à-dire que l'écriture est très orale, très parlée, et il ne faudra pas vous en offusquer. Ça fait comme une chanson, comme une musique dans votre tête. À vous de voir si vous serez réceptif ou non à cette musique, mais on peut au moins saluer cette prouesse de faire parler un personnage et de nous le faire entendre et de nous le faire lire tel qu'il parle vraiment. Quelques minutes immobiles, un père écartable bien en place, debout au milieu de ce carré, c'est drôle, guère plus grand qu'un ring, je reste attaché de replacer le lieu dans ma mémoire,
considérez la première étape dans la quête de ma boxeuse printanière. Je me sens un Quichotte dans le désert tiède de la ville, un type qui court derrière l'inaccessible, cherche une dulcinée qui ne s'appellerait pas dulcinée, quelque chose comme une môme néant. Ce qui est aussi la figure idéale des intermittences de mon cœur d'artichaut. Du tango sentimental, dansé avec des partenaires éphémères. Un pas en avant, 2 pas en arrière, au revoir madame, merci pour ce moment. Et bon, les décisions sans retour ne sont pas de mon fait. J'ai toujours été draguée puis larguée assez vite fait. Toujours ce compte sur les doigts de la main. De l'histoire ancienne. Mais là, je m'épate. À faire le premier pas, puis le deuxième, j'entre dans l'aventure et nom de Dieu, j'irai au bout. Ce qui ne me mène pas loin, puisque je survole en 2 enjambées la minuscule ruelle au pavé chaotique pour prendre la porte du bistrot pleine poire, me retrouver au tapis sur le cul, les yeux plus trop en face des trous, meurtri du cartable et sentir une poigne me tirer par l'épaule, et puis cette voix de fumeuse, de cigarière, d'abord inquiète. « Pardon, pardon, ça va, vous n'avez rien ?» Et puis un rire grave, pas loin du fou rire. À 20 cm près, vous étiez assis sur une crotte de chien. Famille, boxe, gouaille narrative, secret et la ville de Lille.